Au milieu du XIXe siècle, la Grande-Bretagne fut témoin d'un important flux migratoire d'Irlandais venant augmenter les populations des grandes villes, comme ce fut le cas à Londres, notamment dans le quartier de l'East End. Puis en 1882, Londres accueillit une importante arrivée d'une population juive venue d'Europe de l'Ouest et de la Russie des Tsars pour fuir les pogroms et pour se diriger vers les régions de l'Empire britannique. Le district de Whitechapel dans l'East End vit un important surpeuplement, qu'il n'y a pas assez de travail et de logement pour tout le monde. Depuis ces événements, les vols, la violence et l'alcoolisme sont devenus monnaie courante dans les bas-fonds de Whitechapel. Afin de survivre dans cette ambiance chaotique et malsaine, plusieurs femmes n'eurent d'autre choix que d'avoir recours à la prostitution, et face à une crise économique sans précédent, plusieurs émeutes éclatèrent entre 1886 et 1889, obligeant une importante mobilisation des agents de police de Scotland Yard. Très vite, une vague de crimes, accompagnée par des jugements antisémites, racistes et nativistes, confirmèrent l'opinion publique sur l'inhospitalité du district de Whitechapel. C'est dans ce climat d'agitation sociale, économique et politique qu'une série de meurtres horribles et brutaux va faire naître en 1888 le mythe d'un tueur insaisissable et dont ce dernier court toujours, celui de Jack l'Éventreur. C'est dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 août 1888, dans la rue de Buxlow, au district de Whitechapel, que fut retrouvé le corps sans vie de Marianne Nichols, dit Polly pour les intimes. Connue pour la pratique de la prostitution et pour être la domestique de M. Caudry, elle partageait une chambre dans une petite maison de Whitechapel avec son amie Emily Holland. C'est entre 3h30 et 3h45 du matin qu'elle fut découverte avec sa gorge tranchée, sa langue lacérée, et son abdomen ainsi que ses organes génitaux furent entaillés. Le CID, division du MPS de Whitechapel, supervisé par l'inspecteur détective Edmund Reid, prit en charge cette affaire et ont décidé de procéder à une autopsie. Cette dernière a révélé qu'avant que le meurtrier s'acharne sur le corps de Polly Nichols, qu'elle fut étranglée et que son bourreau serait gaucher, ce qui sera d'ailleurs démenti plus tard par les criminologues. Aucune personne ne fut témoin de la scène. Malheureusement, la police londonienne n'eut pas suffisamment de temps pour analyser plus en détail le parcours de la soirée de la victime, avant le meurtre, qu'un second assassinat fut orchestré au 29 Embury Street le samedi 8 septembre 1888. Ce coup-ci, c'est une autre prostituée répondant au nom d'Annie Chapman qui fut retrouvée morte dans la cour du 29 Embury Street. Comme pour Polly Nichols, le corps de Darkany fut retrouvé avec la gorge tranchée et la tête était presque séparée du corps. Les policiers ont également constaté que le ventre de cette dernière était ouvert et que les intestins furent déposés sur l'épaule droite de la victime. Ils furent également horrifiés de constater que le vagin, l'utérus et le 2/3 de la vessie ont été prélevés. Une enveloppe portant la date du 28 août ainsi que 2 bagues ayant appartenu à son fils et à sa mère furent trouvées à proximité du corps d'Annie Chapman. Une seule différence survient néanmoins par rapport au premier crime. En effet, un habitant de l'immeuble affirme avoir entendu une femme crier « non », mais elle n'eut pas le courage de regarder par la fenêtre, ce qui aurait peut-être permis d'avoir une maigre description physique de l'assassin. Le lendemain du crime, une petite fille informa la police qu'elle aperçut quelques maisons plus loin une flaque de sang. Les policiers firent tout de suite le rapprochement avec le crime et ont indiqué que la flaque de sang était une trace prouvant que le tueur s'échappait avec des organes. Quelques jours plus tard, le CID arrêta un boucher juif du quartier du nom de John Pizer, en se basant sur le fait qu'un morceau de table de cuir a été retrouvé sur les lieux du meurtre et qui ne pouvait appartenir qu'à un boucher. Néanmoins, et après vérification, il a été établi que ce morceau de cuir n'avait aucun rapport avec le crime, car il appartenait à un locataire de l'immeuble qui l'avait mis à sécher et à laver. Après une incarcération de 2 jours et afin de calmer les tensions de la foule, John Pizer fut relâché. L'autopsie du corps d'Annie Chapman a été faite et cette dernière révèle un fait qui allait contre-indiquer l'analyse effectuée lors de l'autopsie de Polly Nichols. En effet, une échymose fut constatée sur la tempe droite, ce qui laisserait supposer que l'assassin fut droitier. Devant la complexité de cette affaire et sur le fait qu'une bonne partie de la police locale est déjà occupée à régler des bagarres d'ivrogne, Scotland Yard reprit le dossier avec comme inspecteur en chef Freddie Haberline. Alors que tout espoir sur l'identité du tueur furent perdus, quelques personnes affirment avoir vu les victimes discuter avant leur mort avec un homme portant un chapeau de chasse et un long manteau sombre. Cela peut déjà donner une idée sur la classe sociale du tueur sans en être sûr à 100%, mais cela n'apporte pas d'indice sur la description physique de ce dernier. Et le temps presse, car dans la nuit du 30 septembre 1888, le tueur a encore frappé,
et il semblerait que son modus operandi ne cesse d'augmenter dans l'atrocité, et 2 nouvelles victimes viennent allonger la liste. Le 30 septembre 1888, Jack l'Éventreur commet un double assassinat sur 2 autres femmes du milieu de la prostitution, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Le corps de la première fut retrouvé non loin de Dotesfield Yard, toujours dans le quartier de Whitechapel. Le médecin légiste de Scotland Yard estima la mort de Lundlees entre minuit 36 et minuit 56. Le rapport de l'autopsie nous indique que la victime ne présentait aucun signe de lutte et aucune trace de strangulation. Ce dernier nous indique également que l'arme du crime qui a servi à égorger Elizabeth Stride était beaucoup moins pointue et large que les autres victimes. Mais elle ne fut pas retrouvée dans les lieux du meurtre et en dehors de plusieurs témoignages, dont celui de l'agent de police effectué en sa ronde sur Burnham Street, qui déclare avoir vu la victime parler avec un homme vers minuit 30, aucun indice après des fouilles effectuées par la police ne fut retrouvé sur place. La seconde victime, répondant au nom de Catherine Eddowes, fut retrouvée morte à 1h45 du matin dans le quartier de la City de Londres à Mitre Square. Pour la première fois depuis le début de l'affaire des meurtres en série, le crime s'est déroulé en dehors de la juridiction du quartier de Whitechapel. Elle a été affreusement mutilée, son visage balafré, et son abdomen a été ouvert, et des organes ont été extraits et déposés près de son visage. Un rein fut également sectionné et emporté par son meurtrier. Après la découverte du corps de Kate Kelly, les policiers ont retrouvé une partie du tablier de la victime sous un porche de Goulston Street, une rue située à proximité de Mitre Square en remontant vers Spitalfields. Ce morceau couvert de sang a sans doute servi au meurtrier pour se nettoyer après avoir commis ce carnage. Par la suite, aucun autre meurtre ne fut commis bien que Scotland Yard ait reçu plusieurs lettres dans une période comprise entre septembre et octobre 1888 faisant allusion à des personnes se revendiquant d'être Jack l'Éventreur. Bien que certaines décrivent avec horreur et dégoût les prélèvements d'organes effectués sur chaque victime, elles ne peuvent pas être de la main du même homme, car les signataires de ces lettres sont différents. La police faisait donc face à des faussaires, mais dans l'espoir d'obtenir des indices qui permettraient de relancer l'affaire et de retrouver l'assassin, elle prit néanmoins la décision de les analyser une à une. Malheureusement, l'affaire fut relancée par un autre assassinat, le 5e et dernier attribué à Jack l'Éventreur. C'est le 12 novembre 1888 que fut retrouvé à 10h45 le corps sans vie de Mary Jane Kelly dans son appartement numéro 13 de Miller's Court dans le quartier de Whitechapel. Le meurtre de Mary Janet Kelly est resté à ce jour l'un des plus barbares dans l'histoire de la couronne britannique. Les murs et le sol de son logement étaient recouverts de sang. Son corps fut allongé sur le dos dans son lit, son visage tourné vers la gauche, son bras gauche était sur son ventre et l'autre tendu le long du corps. Sa gorge fut tranchée jusqu'à l'os. Son corps fut percé de nombreux coups de couteau d'une manière irrégulière et enragée. Son visage fut méconnaissable. Les jambes furent largement écartées, l'abdomen complètement ouvert, ses seins coupés à leur base. On retrouvera sous sa tête un de ses seins, son utérus et ses reins, son foie à ses pieds, ses intestins entre ses jambes, et l'intérieur de la peau de ses cuisses et de son abdomen fut arraché et soigneusement empilé sur la table de nuit à côté d'elle. Son cœur ne fut jamais retrouvé et on suppose que l'assassin l'ait tout simplement embarqué, comme ceux de ses autres victimes. Le rapport d'autopsie a pu nous indiquer qu'elle fut morte vers 2h du matin, le 9 novembre 1888. Depuis, plusieurs autres meurtres ont été commis sans être sûr à 100% qu'il puisse s'agir du même assassin ayant effectué un quintuple meurtre. Il est très difficile de savoir à quoi pourrait ressembler physiquement et de manière certaine sans doute le plus grand tueur en série de notre histoire. Nous allons néanmoins, en nous basant sur les éléments décrits plus loin, tenter d'élaborer le profil de Jack l'Éventreur. D'autres liens seront effectués également sous la base des témoignages recueillis par Scotland Yard. Bien sûr, le but n'est pas de trouver qui pourrait être l'assassin, car il y a eu plus d'une centaine de suspects dans l'affaire des meurtres de Whitechapel, mais d'avoir une idée sur le personnage de Jack l'Éventreur. Nous savons déjà qu'il s'agit probablement d'un homme, car sur certains lieux où se sont déroulés les meurtres, plusieurs témoins affirment avoir vu pour la dernière fois les victimes avant leur mort discuter avec un homme. Malgré cela, nous ne savons pas le portrait physique de cet homme, car les témoins l'ont vu tous ou, du moins pour la fiabilité de certains, de dos. Pour ce qui est de la taille de l'individu, un témoin a rapporté à Scotland Yard qu'il devait mesurer dans les 1m70, mais une autre personne indique tout le contraire aux forces de l'ordre en disant qu'il était nettement plus grand. N'ayant pas plus d'informations après avoir effectué des recherches, partons du principe qu'il était de taille moyenne, soit entre 1m80 et 1m85. Pour ce qui est d'une idée sur son âge, là aussi les témoignages se contredisent. Certains diront qu'il est âgé dans la trentaine et d'autres diront qu'il est nettement plus âgé. Pour notre analyse sur son profil, partons sur un âge compris entre 30 et 40 ans.
Si nous analysons maintenant les autres indices concernant Jack l'Éventreur. Après les 5 autopsies effectuées sur les victimes, des criminologues affirment qu'il était gaucher, mais d'autres viennent contredire cette théorie en affirmant qu'il était droitier. Au vu des éléments décrits plus loin, je pense que l'assassin pouvait aussi bien se servir de la gauche comme de la droite, et donc qu'il soit ambidextre. Concernant le modus operandi du meurtrier, je constate que les victimes ont tous, à l'exception d'une, été étouffées avant que l'assassin ne les éventre. Pourquoi une seule victime n'a pas été étouffée comme les autres? Jack l'Éventreur a forcément dû être dérangé à ce moment-là par un témoin, et il a dû probablement commettre son meurtre de manière rapide pour ne pas être démasqué. Ensuite, les rapports de police indiquent que plusieurs organes ont été extraits des victimes, et que certains manquaient lors des constatations faites par les médecins légistes. Ces indications m'amènent à penser que le meurtrier a pris des organes vitaux, comme le cœur ou le rein, et pas d'autres pour 2 possibilités. Soit pour s'adonner à un rituel de magie noire, où bien souvent des organes comme le cœur étaient utilisés, soit pour s'adonner à un marché illégal de vente d'organes. Concernant la position des victimes lors de leur découverte sur les scènes de crime, à savoir les jupes relevées et les jambes écartées, ceci m'amène à penser que Jack l'Éventreur était une personne qui, en plus d'avoir des pulsions meurtrières refoulées, avait aussi des pulsions sexuelles morbides, et qui prenait un malin plaisir à commettre ces actes barbares. La question que l'on se pose tous est la suivante. Pourquoi le meurtrier ne s'en prenait-il qu'à des prostituées, vu le climat social de l'époque et la tournure des événements à Londres, avant les meurtres? Jack devait probablement se dire qu'elles ne manqueraient à personne, et qu'elles étaient responsables d'une bonne partie des problèmes qu'il y avait dans le district de Whitechapel. Pour pouvoir réussir à prélever de manière précise et parfaite les organes des victimes, le meurtrier devait forcément avoir des connaissances en anatomie, et il n'y a que 2 corps de métier qui disposent de ces compétences, les bouchers et les médecins. Pour la police de Scotland Yard, le meurtrier ne pouvait être qu'un boucher. Or, un indice m'amène à penser qu'il ne pouvait s'agir que d'un médecin, ou du moins un ancien médecin. En effet, souvenez-vous lors du meurtre d'Elizabeth Stride, le médecin légiste a déclaré que l'arme du crime était beaucoup moins pointue et large que les précédents meurtres. De plus, plusieurs personnes, lors du 2e meurtre d'Annie Chapman, disent avoir aperçu un homme portant un chapeau de chasse et un long manteau sombre. Cela signifie pour ma part personnelle que Jack l'Éventreur devait être un ancien médecin radié de son ordre très probablement pour les problèmes psychologiques dont il souffrait, et que ses confrères ont vu en lui sa dangerosité. D'autres questions viennent alors en tête. Comment Jack l'Éventreur s'est procuré ces outils qui lui ont servi pour les meurtres? Pourquoi avoir commis un meurtre en dehors de Whitechapel? Et surtout, pourquoi plusieurs personnes ont écrit des lettres à Scotland Yard en s'accusant d'être Jack l'Éventreur? Une seule réponse me vient en tête. L'assassin avait forcément des complices, des informateurs, qui lui ont laissé le temps de préparer son assassinat à la City et sa dernière œuvre, entre guillemets, en mettant la police sur des fausses pistes. Voilà le profil final, selon mon opinion, de Jack l'Éventreur. Un homme de 30 à 40 ans, mesurant entre 1m80 et 1m85, il est ambidextre et serait un ancien médecin radié de son ordre pour troubles psychologiques liés à des pulsions sexuelles et de meurtres morbides. Un homme qui a fait toute sa fortune en vendant de manière illégale des organes au marché noir et qui n'a pas agi seul dans la mise en œuvre de ses meurtres.